Bien, avant de commencer ce cours, je vous demanderai d'être indulgent parce que vous le constaterez peut-être, mais j'ai très mal à la gorge, je suis enrhumé, mais je n'ai pas le choix, il faut que le cours avance. Bien, nous allons attaquer dans l'écran suivant le phénomène de diffraction, mais avant ça, un tout petit rappel que nous avons vu dans le chapitre sur les ondes, c'est le phénomène d'interférence. Donc je vous rappelle brièvement, nous avons ici un écran percé de deux ouvertures et nous envoyons de la lumière perpendiculairement à cet écran. Et la question qui se pose, c'est que si nous observons maintenant la lumière qui sera transmise sur un écran placé très très loin, en chaque point ou donc à chaque angle, s'attendront à trouver un maximum, éventuellement zéro, donc aucune lumière, ou bien un cas intermédiaire. Et nous avons vu les deux extrêmes. Si d sinus θ est égal à un nombre entier de fois lambda, nous allons observer un maximum de lumière. Si au contraire nous avons d sinus θ est égal à n plus 1 demi fois lambda, là la destruction sera totale. Nous n'obtiendrons aucune lumière. Et bien sûr, si θ se trouve entre ces deux conditions, nous serons dans une situation intermédiaire. Bien, ce petit rappel étant fait, passons maintenant au phénomène de diffraction. Je reprends de nouveau la lumière comme dans le cas précédent, donc toujours la lumière venant de la gauche de manière uniforme, mais cette fois-ci, je vais prendre comme obstacle juste une ouverture. Donc imaginez une ouverture comme ceci. Je vais fixer les idées en disant que la largeur de l'ouverture ici est égale à petit a. Je fais exprès de changer, de ne plus appeler ça d pour que vous fassiez la distinction entre l'interférence et la diffraction. Et la question est toujours la même. Si je vais voir dans une direction θ par rapport au prolongement des rayons incidents, est-ce que là-bas je vais observer un maximum, un minimum, ou plus généralement, donc quelle sera l'intensité en fonction de l'angle θ? Comme dans le cas précédent, en fait, on peut prendre, si vous voulez, tous les points de l'ouverture comme étant des sources secondaires. Donc vous voyez que je reparle avec le formalisme de Huygens. J'ai ici donc une infinité de petites sources secondaires qui vont réémettre l'onde. Donc il faudrait prendre en fait ici tous les rayons qui sont partis dans ce sens-là et voir si l'interférence va être constructive, destructive ou bien quelque part entre les deux. Bien, en fait, on peut montrer que I de θ sera égal à 0 si A sinus θ est égal à n lambda, avec cette fois-ci n entier différent de 0. Faites attention à cette loi parce qu'elle ressemble étrangement à la loi que nous avons vue dans l'interférence. J'avais d sinus θ est égal à n lambda, mais qui m'assurait d'avoir un maximum. Or ici, si A sinus θ est égal à n lambda, nous avons une intensité nulle. Donc faites bien attention de distinguer les deux cas. Bien, pour être concret, en fait, je vais faire une expérience. Je vais prendre un écran percé d'une fente verticale. Donc imaginez une situation telle que celle-ci. Je vais prendre, par exemple, mon faisceau laser, qui fait à peu près 3 mm de diamètre, et je vais envoyer ce faisceau laser au niveau de l'ouverture.
et je prends le cas où le diamètre est plus grand que la distance ici entre les deux bords de ces deux feuilles. Donc une situation telle que celle-ci. Et de nouveau, comme précédemment, nous allons prendre un écran d'observation beaucoup plus loin. Donc imaginons un écran ici. Et je voudrais voir donc quelle sera la figure que je vais observer. Eh bien, ce que vous allez observer, c'est une bande comme ceci, très brillante. Ensuite, des bandes de chaque côté qui seront déjà moins brillantes, et le petit jeu continue. Donc de nouveau, un creux, donc une ligne ici où je n'observe aucune lumière, et puis de chaque côté, de nouveau, des bandes qui deviennent de moins en moins claires. Si je fais une coupe à travers cette figure et que je regarde l'intensité, donc prenons une ligne qui traverse tout ceci, comme ceci. Le θ égale à 0 se trouve là-bas au centre. C'est le rayon qui n'a pas été dévié. Et je vais faire le graphique maintenant de l'intensité en fonction de θ. Avec 0 ici. En ordonnée, je mets donc l'intensité lumineuse reçue sur l'écran d'observation. Eh bien, je vais observer un maximum central qui aura une allure à peu près comme ceci. Elle est symétrique, bien sûr, j'ai la même chose de l'autre côté. J'obtiens ici un premier zéro, et après ça, j'obtiens de nouveau de l'intensité. Je retombe de nouveau à zéro, de nouveau de l'intensité. Vous voyez que cette intensité devient de plus en plus faible. Et évidemment, j'ai le symétrique de l'autre côté. Ici, j'ai le premier minimum de diffraction. Et ce premier minimum, prenez la formule, il est donné par sinus θ est égal à lambda sur A. Pourquoi est-ce que j'ai de la diffraction dans ce sens-là et pas en vertical? Regardez ce qu'ont fait ici les écrans. Ils ont coupé dans le faisceau, mais uniquement dans le sens horizontal. Et donc c'est dans le sens horizontal que vous allez provoquer de la diffraction. Vous voyez en fait que les deux écrans ici n'ont absolument pas coupé la lumière de mon laser dans le sens vertical. Donc dans le sens vertical, j'obtiens exactement la même largeur que mon faisceau laser d'origine. Ceci, en fait, vous pouvez l'observer si vous regardez des cristaux de sel, prenez du simple sel de cuisine, le NaCl, et vous l'observez avec un microscope de qualité pas trop bonne, vous allez avoir les arêtes, le NaCl se présente comme de magnifiques petits cubes, mais si vous regardez bien les arêtes de ce cube, vous allez voir que les arêtes ne sont pas nettes, elles sont floutées comme ceci, et vous allez avoir des fantômes, c'est-à-dire que si vous observez bien, vous allez retrouver une arête secondaire ici, une autre de l'autre côté, et bien sûr vous avez ça dans toutes les dimensions. Eh bien, ceci est provoqué par le phénomène de diffraction. Donc, manifestement, la diffraction est une nuisance quand on fait de l'optique et notamment quand on fait de la microscopie. Un autre cas, un autre dispositif expérimental, consiste cette fois-ci non pas à travailler avec une fente, mais travailler simplement avec un trou. Donc, je vais prendre maintenant une ouverture circulaire. Donc, je recommence mon schéma expérimental. J'ai le premier écran.
Et puis, plus loin, j'ai l'écran d'observation. Je vais prendre de nouveau le faisceau lumineux comme ceci, et imaginez qu'ici, dans l'écran, j'ai un trou, un petit trou, donc plus petit de nouveau que la largeur naturelle de mon faisceau incident, et je vais prendre en fait comme diamètre de ce trou un diamètre égal à petit d. Je prends ici le prolongement de la direction incidente et je vais regarder, moi, de nouveau, ce qui se passe si je prends une autre direction. Donc, par rapport à là, je mesure un angle θ et je regarde quelle est l'intensité de lumière à cet angle θ. Ce que je vais observer comme figure cette fois-ci, c'est une tache centrale qui sera très importante, et ensuite cette tache centrale sera bordée par des anneaux. Donc je vais observer ici un anneau de diffraction avec une certaine largeur, puis de nouveau un creux où je ne vois pas de lumière, puis un deuxième anneau de diffraction, un troisième, un quatrième, et ainsi de suite. Donc comme tout à l'heure, je vais faire une coupe à travers cette figure pour regarder quelle est l'intensité en fonction de l'angle. Donc je prends ici de nouveau θ avec le 0 qui est centré sur la tâche principale. Eh bien, je vais observer à peu près la même figure que tout à l'heure, donc avec θ comme ceci et le 0 au centre. Et je mets ici l'intensité en fonction de θ. La figure sera de nouveau une image centrale assez brillante qui contient à peu près 90% de l'intensité totale qui sera observée sur l'écran, et le reste de l'intensité se retrouve sur les anneaux qui entourent la tâche principale. Et ces anneaux, bien sûr, sont de nouveau de plus en plus faibles en intensité. Quel est l'angle, cette fois-ci, qui donne le premier minimum, donc cet angle-là? Souvenez-vous, dans le cas précédent, nous avions la formule qui disait que c'était sinus θ est égal à lambda sur A. Eh bien ici, le premier minimum est donné par sinus θ est égal à 1,22, toujours lambda. Dans le cas précédent, nous avions A, cette fois-ci, nous avons le diamètre D. Donc voilà la formule qui donne la position du premier minimum de diffraction. Et nous allons utiliser plusieurs fois cette formule. En fait, ici, dans cette expérience, vous voyez que j'ai pris de la lumière qui devait passer à travers un trou. Mais je n'ai pas toujours cette configuration-là. Imaginez par exemple que ici je remplace le trou par une lentille. J'ai simplement une lentille et la lumière donc va arriver sur cette lentille et après ça va éventuellement converger vers un point sur un écran. Eh bien, vous, de nouveau, vous n'aurez pas un point, vous aurez ici une tache avec des anneaux de diffraction. Bon, parfois la figure de diffraction est toute petite et elle est pratiquement invisible. Tout dépend de la taille de l'image que vous voulez observer dans ce cas-ci. Une autre configuration possible, c'est de travailler avec un miroir. Imaginez, je vais prendre un miroir concave que je mets en oblique, je prends des rayons incidents qui arrivent de nouveau comme tout à l'heure, mais ce miroir concave va provoquer de la réflexion, et donc j'aurai en fait tous les rayons réfléchis qui viendraient converger en un point. Si ici, de nouveau, je mettais un écran d'observation et que je regarde, je n'aurai pas un point, j'aurai de nouveau une tache centrale bordée de ces anneaux de diffraction. Donc, ça peut être un trou,
ça peut être une lentille, et dans ce cas-là, le diamètre qui apparaît dans la formule, c'est le diamètre de la lentille, ou encore ça peut être, par exemple, un miroir concave, et de nouveau, ce sera le diamètre du miroir. En fait, sur quel facteur peut-on jouer pour essayer de diminuer l'influence de ce phénomène parasite de diffraction? En fait, ce qu'on aimerait bien, on ne peut pas éliminer la diffraction, mais on pourrait diminuer ses effets si j'arrivais à ratatiner toute cette figure. Donc imaginez que tous ces maxima secondaires que j'obtiens ici, je les renvoie vers la tâche centrale, et la tâche centrale a une largeur qui devient de plus en plus petite. Ce serait une situation évidemment meilleure. Et donc, si vous regardez dans la formule sur quel facteur je peux jouer, ça veut dire en fait que je veux ici que le θ du premier minimum soit le plus petit possible. Et donc, j'ai intérêt à travailler, si j'ai le choix, avec la longueur d'onde la plus petite possible. Donc, si vous voulez, par exemple, éclairer un objet et le regarder au microscope, vous avez tout intérêt, pour avoir une bonne résolution, à travailler avec de la couleur bleue plutôt que de la couleur rouge. Vous gagnez un facteur 2 à peu près dans la figure de diffraction. De la même manière, vous voyez que je peux jouer sur D, et cette fois-ci, j'ai intérêt à prendre D le plus grand possible. Bien, un problème qui apparaît souvent. Imaginez une situation où j'aurai deux objets que je veux observer. Je vais mettre un écran comme ceci, avec une ouverture. De nouveau, peut-être que ce n'est pas un trou, mais simplement j'ai placé ici une lentille. Ça pourrait être notamment l'objectif d'un microscope. Et je regarde sur un écran ce que je vais obtenir. Si le phénomène de diffraction n'existait pas, on sait bien que la lumière qui vient de A et qui passe par le trou devrait arriver en ce point-là. Ça, ce serait mon image A' du point A. De la même manière, la lumière venant du point B et passant par le trou va venir donner ici une tache en B'. Et l'angle sous lequel finalement vous observez A et B à partir de cette ouverture, c'est l'angle θ. En fait, nous savons qu'à cause du phénomène de diffraction sur l'écran, nous n'allons pas observer deux points lumineux, mais nous allons à chaque fois obtenir la figure de diffraction. Ça veut dire en fait que si je regarde cet écran vu de face, j'aurai l'image B' avec sa tâche centrale et de nouveau les anneaux de diffraction autour. Voilà le deuxième anneau. Ensuite, vous placez le troisième, et ainsi de suite. Et puis, je recommence maintenant pour A'. A', par exemple, arrive ici. Voilà, la tâche centrale est de nouveau dessiner ces anneaux de diffraction. Bon, on est tous bien d'accord que ce n'est pas très joli, mais c'est ça que vous allez observer. Toujours est-il que si vous voyez une telle figure, aussi laide soit-il, clairement, vous pouvez affirmer que vous êtes en train de regarder non pas une source lumineuse, un point lumineux, mais vous avez les images de deux sources lumineuses différentes. Mais imaginez maintenant que θ ici diminue, ce qui veut dire en fait que les points A et B sont plus proches l'un de l'autre. Ça veut dire que A' et B' vont également se rapprocher. Donc vous voyez que ces deux figures de diffraction vont rentrer l'une dans l'autre. Et il arrivera bien un moment, donc un θ, à partir duquel vous n'arriverez plus à pouvoir affirmer si vous regardez un objet ou deux objets. Pour cela, en fait, il y a un critère qui donne l'angle minimal
à partir duquel vous pourrez affirmer effectivement que vous regardez bien deux objets et pas un objet. C'est ce qu'on appelle le critère de Rayleigh. J'insiste sur le fait que ce n'est pas une loi. Il n'y a aucune loi qui dicte ceci. C'est un critère, c'est-à-dire en fait que c'est une recette de Rayleigh qui fixe plus ou moins un ordre de grandeur. À l'écran suivant, je vais vous montrer justement quelques cas pour vous convaincre de l'utilité de ce critère de Rayleigh. Alors, que dit le critère de Rayleigh? Je vais d'abord l'écrire et puis je vous expliquerai de quoi il s'agit. On peut distinguer deux objets si l'angle θ sous lequel on regarde les objets est plus grand que θ minimum, qui est tel que le maximum de l'image d'un objet tombe sur le premier minimum de l'image de l'autre objet. Bien, regardons ceci, je reprends de nouveau la courbe qui donnait l'intensité lumineuse. Donc, j'ai θ comme ceci, je vais mettre de nouveau l'intensité lumineuse en verticale, et vous avez la figure due par exemple à B'. Donc voilà cette figure avec les anneaux successifs. Et maintenant, je prends l'image de A' tel que le maximum, je vais changer de couleur, tel que le maximum correspondant à A' tombe sur le premier minimum, c'est-à-dire ici. Donc j'ai une situation qui serait celle-ci. Eh bien, Rayleigh dit que si nous avons cette situation, nous arrivons tout juste à pouvoir distinguer que nous regardons bien deux objets et pas un seul objet. Si vous regardez bien et que vous traduisez ceci en termes mathématiques, ça veut dire que l'angle en question, ce fameux θ minimum, que l'on appelle aussi, bien sûr, de temps en temps, l'angle de Rayleigh, est tel que le sinus de l'angle de Rayleigh est égal à 1,22 lambda sur d. Ce qui est bien sûr la formule que nous avons vue à l'écran précédent et qui donne la position du premier minimum. Bien, je vous montre tout de suite ceci dans des cas concrets. Donc, je fixe de nouveau le dispositif expérimental. Vous avez ici les points A et les points B, et vous observez ceci à travers un écran. Donc, imaginez, j'ai ici un écran, ou bien ça peut être une lentille, ou simplement votre œil. N'oubliez pas que l'ouverture de votre œil, l'ouverture de l'iris, finalement,
va aussi provoquer de la diffraction. Et donc, on prend les rayons lumineux qui viennent de A et de B et qui se dirigent vers l'écran d'observation. Donc, θ ici, c'est cet angle-là. Alors voilà 4 situations différentes. Dans la situation ici en bas à droite, j'ai pris un angle θ qui est 2 fois l'angle de Rayleigh. Bon, de nouveau, la figure n'est pas belle, je m'attendrais à avoir 2 points centraux, hein, ou à la limite de petites taches centrales, rien de plus. Mais à cause de la diffraction, vous observez cette figure-là. Il est clair que même si elle n'est pas belle, on peut affirmer sans aucun problème que nous sommes bien en train de regarder l'image de 2 objets différents. Je rapproche maintenant les 2 sources. θ devient de plus en plus petit. Cette fois-ci, θ n'est plus que 1,5 fois l'angle de Rayleigh. Voilà la figure que l'on obtient, et je me suis mis dans le cas idéal, où les 2 points A et B sont aussi lumineux l'un que l'autre. Si l'un a une intensité plus faible que l'autre, la situation est encore pire que celle annoncée par le critère de Rayleigh. Bien, de nouveau, regardons cette image-là. On arrive encore à dire que, effectivement, même si ce n'est pas joli à regarder, hein, mais nous avons bien les images de 2 objets différents. La figure ici, en haut à droite, c'est le cas où justement l'angle est égal à l'angle de Rayleigh. On arrive encore, peut-être avec un peu de foi, hein, à dire que nous regardons bien 2 objets différents. Mais regardez maintenant dans le dernier cas en haut à gauche, là j'ai un angle qui est égal à la moitié de l'angle de Rayleigh. Hein. À partir de cette figure, vous ne pouvez pas sérieusement affirmer si vous regardez un objet ou 2 objets. Et donc ça, ce sera une limite imposée par l'optique à chaque fois qu'on utilise un instrument d'optique qui forcément coupe dans la lumière incidente. Le phénomène de diffraction se produit, on ne peut pas l'éviter. Tout ce qu'on peut faire, c'est jouer sur les paramètres tels que la longueur d'onde ou le diamètre du trou de la lentille pour essayer de minimiser ce phénomène de diffraction.